Bonjour à tous. Nous allons bientôt commencer le webinaire. Nous patientons encore quelques minutes. On voit qu'on a encore beaucoup de connexions qui arrivent, donc je vous propose d'attendre encore 1 ou 2 minutes et puis on va commencer notre webinaire. Alors, cette fois-ci, nous allons commencer. Je vais me présenter rapidement. Thierry Vézé, je suis responsable du pôle hygiène et sécurité au sein du système. Je vais laisser la parole à Julien qui va se présenter également. Donc, Julien Mériot, je suis également intervenant en prévention des risques professionnels au système. Alors, l'objet de ce webinaire, ça va être l'évaluation des risques et la mise à jour du document unique dans le contexte du Covid-19. Pour information, ce webinaire est enregistré et vous pourrez avoir accès à l'enregistrement par la suite. Si vous souhaitez poser des questions ou converser avec nous, on vous invite à utiliser plutôt le question-réponse qui se situe sur votre écran, qui est symbolisé par le QR, qui nous sera plus facile pour y accéder et pour pouvoir vous répondre soit immédiatement, soit avec un petit délai de latence. Pour information, il y a également une trame qui vous sera présentée par la suite. Cette trame vous sera également envoyée par mail en fonction de vos identifiants de connexion au webinaire. Voilà, donc tous les documents qui vous sont présentés, vous les aurez par la suite et vous pourrez revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Alors. Nous allons voir ensemble, donc en ce début d'après-midi, le pourquoi de l'évaluation des risques, les risques induits par le Covid-19, les différents axes de prévention que vous pourrez mettre en œuvre, les exemples de trames additionnelles pour le document unique, et nous avons ménagé un temps de questions-réponses à la fin du webinaire, mais si vous le souhaitez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pourrez également poser vos questions au fur et à mesure via l'outil ad hoc. Alors, le pourquoi de l'évaluation des risques.
Tout d'abord, le Covid-19 en lui-même apporte un nouveau risque dans les entreprises, notamment le risque de contamination, et c'est un risque nouveau. Par ailleurs, les recommandations sanitaires qui ont été mises en place modifient également les conditions de travail. Ces deux éléments font qu'il est obligatoire de mettre à jour son document unique d'évaluation des risques. Ce n'est pas lié uniquement au Covid, c'était déjà le cas avant. En fonction de la connaissance des risques que vous aviez, vous deviez actualiser votre document unique. Les risques propres au Covid-19, c'est les risques directs, comme un contact rapproché ou prolongé au sein de l'établissement. Il y a également un risque de contamination par des surfaces, des matériels ou des outils qui auraient pu être contaminés et touchés au préalable. Et enfin, le cas un petit peu le pire, si je puis dire, ce serait le cas du salarié qui serait présent dans l'entreprise et qui serait symptomatique du Covid-19. Dans les risques indirects, ceux auxquels on pense un petit peu moins et pour lesquels il va être effectivement nécessaire d'actualiser le document unique, on va avoir tout ce qui est lié au changement d'organisation. Par exemple, le télétravail. On va vous inviter à avoir une certaine vigilance par rapport aux risques induits au télétravail, l'isolement, la frontière qui va devenir plus perméable entre la vie personnelle, la vie privée et la vie professionnelle. Les temps de travail, vous aurez moins de contrôle sur l'amplitude et la durée du travail. Cette notion de contrôle également, qui est devenue très prégnante dans certaines entreprises, qui ont mis un contrôle peut-être même excessif sur le travail de leurs salariés, contrôle qui n'existait pas avant la mise en place du télétravail. Néanmoins, il n'y a pas que des inconvénients au télétravail, bien entendu, et même au contraire. C'est un gain de temps important pour les salariés. C'est souvent également un gage de productivité accrue dans les entreprises. Vous avez notamment les temps de transport qui ne sont plus réalisés et dans la plupart des études montrent que les temps de travail, en fait, l'amplitude horaire est plus importante en télétravail qu'en présentiel. C'est également une source d'épanouissement pour les salariés. Et ces points-là peuvent être inscrits, bien sûr, dans votre document unique. Le réaménagement des espaces, la plupart des établissements ont réaménagé les bureaux, les différents espaces, qui ont aussi pu provoquer des isolements des personnels, des déplacements supplémentaires, des modifications des pratiques professionnelles avec les écrans, par exemple les plexiglas, les rubalises. Tout ça peut faire que les cheminements ne sont plus les mêmes, que la gestuelle n'est plus la même et induire des nouveaux risques. Enfin, l'interaction entre les salariés est également modifiée. Les réunions ne se font plus en présentiel, il y a moins de contacts. La place du digital, et c'est notre cas présentement, est devenue beaucoup plus importante, réduisant par là même les contacts sociaux entre les individus. Le contexte actuel peut faire naître également des craintes et de l'anxiété par rapport au contexte économique. Tous ces éléments doivent être intégrés dans le document unique. Néanmoins, et attention, il ne faut absolument pas oublier les risques liés à l'activité elle-même. Ces risques, ils restent probablement dans vos établissements les risques les plus pondérants. Donc, tout ce qui existait avant le Covid continue d'exister. Vos risques de chute, de coupure, de port de manutention, de TMS, ces risques-là sont toujours présents. Ils peuvent même être accrus en fonction des mesures que vous aurez mises en place. Un des exemples que je peux vous donner, c'est la sécurité routière, où pendant le confinement, on a pu voir qu'au niveau des chiffres nationaux, il y a eu une baisse significative, baisse qui a été stoppée net à la fin du confinement, où on a vu que les chiffres étaient remontés en flèche. Les gens ont été confinés, ils sont repartis sur les routes, ils ont oublié effectivement les risques premiers, ils se sont concentrés sur le Covid, donc à ne pas reproduire en entreprise. Alors Thierry, je te coupe brièvement. On a une question qui nous est arrivée sur le question-réponse. Donc la question, c'est: vous avez énoncé 3 risques directs. Cela veut dire que nous devons retrouver ces 3 risques pris en compte distinctement dans le document unique. Alors oui, ces 3 risques, on va les retrouver dans le document unique. En tout cas, c'est de cette manière qu'on vous les présente dans la trame que l'on vous montrera tout à l'heure. Donc vous avez bien ces 3 risques qui sont à évaluer distinctement.
Alors justement, on va vous parler des axes de prévention, hein, les actions qui peuvent être mises en place pour réduire. Il faudra bien faire attention à intégrer ces 3 axes, pas aller uniquement sur un axe, mais bien essayer d'harmoniser quelque part à la fois l'évaluation et les actions correctives à mettre en place par la suite. Il y aura un axe organisationnel, donc l'organisation du travail, les procédures, le fonctionnement, toute la partie technique, hein, ça peut être les outils, mais pas que, et puis le côté humain. Lors de ces réflexions, il faudra penser à associer les salariés eux-mêmes, qui pourront vous faire un retour d'expérience direct sur les avantages et les inconvénients, sur les contraintes que vont induire éventuellement ces actions de prévention ou sur les avantages qu'ils vont représenter. Et s'il existe, intégrer également le CSE à cette réflexion. Alors, on a tenu compte des remarques qui nous ont été formulées suite au premier webinaire. Donc, on va vous présenter, on a scindé un petit peu les actions de prévention, on va dire à minima. Hein, ce qui doit être fait vraiment à minima, c'est les gestes barrières qui ont été régulièrement rappelés pendant le confinement. Et on vous présentera par la suite, pour ceux qui veulent aller plus loin, en fonction des contextes, des organisations. Vous êtes très nombreux à être connectés aujourd'hui. Et on a parmi vous des TPE, des PME, des artisans, et on a également des entreprises beaucoup plus importantes, de la cosmétique par exemple, ou de la pharmaceutique. On se doute bien que les actions que vous allez mettre en place ne sont pas les mêmes. Vous n'avez pas les mêmes contraintes. En temps normal, vous n'avez pas forcément déjà les mêmes niveaux de prévention. Donc, vous devrez en tenir compte. Là, à minima, c'est ce qui doit être mis en place. Le reste, c'est en fonction de vos organisations, vous adopterez. Le but, c'est que vous donnez un petit peu une boîte à outils. Tout n'est pas obligatoire, bien sûr, mais de regarder, d'aller piocher peut-être des bonnes idées parmi celles qu'on vous propose. Donc, les gestes barrières, dans l'humain, ça peut être par exemple le lavage des mains. Hein, avec de l'eau et du savon, c'est ce qui est conseillé. Dans l'impossibilité d'utiliser de l'eau et du savon, le gel hydroalcoolique. L'organisation, avec tout ce qui est distanciation physique entre les individus. Hein, là aussi, à minima, c'est une barrière de 1 mètre qui est préconisée. Et puis des actions selon l'axe technique. Ici, on a repris le port du masque. Alors, les mesures organisationnelles, ça va être donc complémentaire aux gestes barrières et ça peut être, par exemple, l'organisation du télétravail pour toutes les activités qui le permettent. Il y a les entreprises ont eu recours massivement au télétravail. Il y en a pour qui ce n'est pas possible, pour des problèmes techniques, pour des problèmes simplement de nature d'activité. Il y en a d'autres sur lesquels ça peut être mis en place. Donc, effectivement, nous, on incite à le déployer et à étudier les risques qui sont engendrés. Vous pourrez également essayer d'échelonner les horaires d'arrivée, de prise de poste ou de fin de poste pour éviter le croisement des salariés ou des effets entonnoirs sur les entrées du site, mais également penser à décaler les pauses, les moments de restauration pour aménager effectivement ces moments-là. Pensez également sur la restauration collective à l'utilisation des équipements tels que les micro-ondes, les réfrigérateurs, les tables et les moyens de désinfection. Ce qu'on a vu régulièrement également, c'est les flux de circulation. Donc, baliser peut-être un sens de circulation dans l'établissement, éviter autant que faire se peut le croisement des personnes entre elles, ou pour les personnes qui reçoivent du public, éviter les retours en arrière, si ça peut être fait. Une petite pensée pour les véhicules d'entreprise, véhicules de service, mettre en place éventuellement des protocoles de désinfection s'ils doivent être partagés. Si vous en avez la possibilité, éventuellement attitrer un véhicule à un salarié. Les mesures techniques. Donc là, on va parler des mesures barrières, les barrières physiques. Alors ça, c'est ce qu'on a vu dans quasiment l'intégralité des supermarchés, hein, les fameux plexiglas qui sont arrivés. Ça peut être un simple barriérage, ça peut être de la rubalise, comme je le disais tout à l'heure, pour séparer les espaces et séparer les salariés soit entre eux, soit les salariés du public. Hein, ça, les barrières physiques, c'est essentiellement dans les notions de postes d'accueil ou les postes en contact avec le public. Vous avez également le nettoyage. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'il y aura une différence entre le nettoyage et la désinfection. Hein, ce n'est pas la même chose. Le nettoyage, comme son nom l'indique, c'est de nettoyer. La désinfection, c'est de tuer l'ensemble des germes, bactéries et virus.
Un simple nettoyage des sols dans la plupart des entreprises est tout à fait suffisant. La désinfection, on va la limiter à certaines surfaces de contact, telles que les poignées de porte dans les sanitaires, les surfaces qui sont communes. Par exemple, dans un bureau, ça va être la photocopieuse, ça va être les interrupteurs, ça pourrait être en atelier les différents outils ou l'électroportatif. S'ils ne peuvent pas être individuels, pensez effectivement à mettre en œuvre des mesures de nettoyage. L'aération des locaux, ça reste parmi les gestes barrières les plus efficaces. Donc, pensez à aérer régulièrement les locaux, au moins 3 fois par jour pendant un quart d'heure. Si vous avez possibilité, là on arrive sur les beaux jours, de le faire en permanence, ne vous en privez pas. Dans les mesures humaines, on va avoir les consignes qu'il va falloir expliquer. On vous en a mis un exemple ici sur la diapo que vous pouvez voir. Le rappel des gestes barrières comme le lavage des mains, éternuer dans son coude, utilisation de mouchoirs jetables qui sont remis dans une poubelle derrière, éviter de se toucher le visage, la distanciation, le port du masque et éviter les embrassades ou les poignées de main. Pour info, il va être extrêmement important de former sur les gestes barrières ou sur le port des équipements. Un masque, ce n'est pas inné. Si on ne nous a pas montré au moins une fois comment le mettre, où se positionnent les élastiques derrière la nuque en fonction du type de masque, apprendre à reconnaître les différents masques. La dernière fois sur le webinaire, on avait une question typiquement sur les masques FFP2 à soupape. Moi, je les déconseille dans le cadre d'un Covid. Ça veut dire que vous serez protégé à l'inspiration, mais pas à l'expiration. Les particules pourront passer à travers cette soupape, excusez-moi. Du coup, voilà, ils ne sont pas adaptés dans un contexte épidémique. Communiquer également. Vous avez beaucoup de salariés qui ont été confinés, qui ont pu être mis en arrêt de travail, chômage partiel ou garde d'enfants. Ils vont revenir sur leur poste de travail. Il peut y avoir effectivement une dissociation entre ceux qui sont restés dans l'entreprise et les autres. Il y a des informations qu'ils ont pu rater. Donc, pensez également, quand ils arrivent, peut-être à avoir un accueil personnalisé de ces salariés, les rassurer également sur la continuité d'activité, faire un point peut-être sur la situation économique de l'établissement. Il y a beaucoup d'anxiété pendant cette période. Et puis, pourquoi pas, pour les entreprises qui le peuvent, faire un point managérial. Là aussi, je ferai une distinction entre les entreprises de petite taille, où c'est des choses qui vont généralement se faire de manière naturelle. Je prends un artisan du BTP, s'il est avec son apprenti ou un collègue, ils vont être deux sur le chantier, ils vont me parler, ces points-là seront forcément abordés. Sur une structure de taille beaucoup plus importante, si on n'y pense pas, il peut y avoir des salariés, effectivement, auprès de qui l'information n'arrivera pas. Donc là encore, il y a une individualisation des mesures en fonction de chaque établissement. Voilà. Je vais repasser la main à Julien, qui va vous présenter la trame de documents uniques qu'on vous propose au niveau du système. Alors, merci Thierry. Avant toute chose, on a eu quelques questions qui sont arrivées pendant ta présentation. Donc, la première, s'il est possible, le télétravail doit-il être privilégié par rapport à une présence physique? Alors, effectivement, s'il est possible, en tout cas, c'était la mesure qui était préconisée et recommandée par le gouvernement, c'est que le télétravail doit être privilégié par rapport à une présence physique. Donc, pour le moment, ce point reste valable et effectivement évite une exposition, en tout cas, permet de respecter la distanciation physique entre les salariés, puisque chacun, et en tout cas les salariés en télétravail, sont à leur domicile. La question suivante, c'était le masque en tissu est-il suffisant? Alors, effectivement, il faudrait regarder un petit peu d'un peu plus près pourquoi vous mettez en place le masque en tissu. Pour mémoire, comme l'a évoqué Thierry, les principales mesures de prévention restent les gestes barrières. S'il n'y a pas un risque accru d'exposition au Covid-19, le masque en tissu ou dit masque barrière, pardon, peut être jugé suffisant. Encore faut-il que pour ce type de masque, l'ensemble des personnes portent ce masque, puisque c'est un masque qui fonctionne en protection collective, c'est-à-dire que l'ensemble des personnes doivent porter ce masque pour qu'il y ait une protection.
Voilà, il n'y a plus de nouvelles questions. Je vous propose dorénavant de vous présenter la trame additionnelle au document unique. Alors, tac. Excusez-moi, il y a un petit souci technique de micro. Donc, pour ceux qui connaissent les trames proposées par le Sistel afin de créer le document unique, cette trame se constitue comme les précédentes. Donc, pour mémoire, l'évaluation des risques comprend deux grandes étapes, l'identification des risques et l'évaluation des risques. En ce qui concerne les risques liés au Covid, on va retrouver trois grandes familles de risques. Les risques liés aux agents biologiques, donc ce que vous voyez affiché dans le bandeau bleu. Je fais défiler la trame. Les risques liés aux risques psychosociaux, donc plutôt les risques qui vont être aussi indirects par rapport au Covid. Et pour terminer, nous aurons une dernière famille de risques qui concerne les risques liés au déplacement. Pour revenir sur ces risques, donc pour pouvoir évaluer ces risques, vous allez retrouver dans ce tableau 5 colonnes. Une première colonne qui concerne les sources de danger. Les sources de danger, elles sont déjà prélistées afin de vous aider dans l'identification des risques. Donc, si je reprends sur les risques liés aux agents biologiques, on a les items qui ont été évoqués tout à l'heure par Thierry, le contact direct rapproché et ou prolongé, le contact direct éloigné, la présence et ou le contact avec une personne présentant les symptômes du Covid-19, les contacts avec des surfaces ou des objets potentiellement contaminés, et enfin, la restauration collective et la présence de déchets souillés. Vous avez également une colonne avec une case plutôt, enfin une colonne où vous allez identifier ce risque, c'est-à-dire si vous avez ce risque au sein de votre entreprise, il conviendra de mettre une croix en face de la source de danger correspondante. Donc, par exemple, sur les contacts directs rapprochés et ou prolongés, on pourrait prendre l'exemple d'une borne d'accueil pour recevoir du public ou pour recevoir des clients, des livreurs, etc. Si vous avez ce type d'équipement, on pourrait considérer que ça peut constituer un contact direct rapproché. Donc, vous pouvez mettre une croix dans la case correspondante. Ensuite, vous avez les risques potentiels qui sont également listés. Donc ici, ça va être la contamination ou la propagation de l'épidémie. Ensuite, vous avez la colonne sur les niveaux, colonne commentaires. Sur cette colonne commentaires, vous allez indiquer l'ensemble des informations qui vont vous être utiles à la détermination du niveau de risque. Je reprends l'exemple de ma bande d'accueil. Donc, vous pensez que vous avez un contact direct rapproché, donc un risque potentiel dans l'entreprise. Dans cette partie commentaire, il va falloir mentionner cette bande d'accueil et quels sont le nombre de salariés ou les salariés qui vont être concernés. Il va falloir également nous donner des indications concernant cette exposition. Est-ce que c'est un point d'accueil qui est ponctuel pour recevoir des livreurs, par exemple? Est-ce que c'est un poste permanent? Est-ce que, en tout cas, quelles sont les mesures de prévention que vous avez déjà mis en place dans l'entreprise? Est-ce que vous avez affiché les consignes sur les gestes barrières? Est-ce qu'il y a possibilité de se laver les mains, soit avec un point d'eau qui est disponible, soit avec du gel hydroalcoolique? Est-ce que vous avez mis en place une barrière physique type écran de plexiglas?
Est-ce que vous avez mis en place de la protection type masque? Donc, tous ces éléments vont nous être utiles pour déterminer le niveau de risque. Alors Julien, je me permets de t'interrompre une seconde, parce qu'on avait deux questions qui ont été posées pendant que tu présentais la trame. Alors il y a Nathalie qui nous disait que vous parlez de fréquence et de gravité qui permet d'évaluer le niveau de risque. Alors je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est la différence entre la gravité et ce que nous on appelle la probabilité? Généralement, on a nous décidé de regrouper fréquence effectivement et probabilité au sein d'un même indicateur. Donc, c'est effectivement ces deux éléments à prendre en compte, comme vous le voyez sur la trame, hein, gravité, probabilité, et qui vous permettent d'obtenir le niveau de risque résultant. J'ai Valérie qui nous précise que son document unique est déjà bien étoffé par les différents risques qui sont présents au sein de l'établissement et qui voudrait savoir s'il est possible d'annexer simplement notre trame au document unique. Alors oui, tout à fait, vous pouvez annexer la trame qu'on vous propose, on l'a d'ailleurs appelé additif au document unique, donc vous pouvez l'annexer à votre document et en faire référence par exemple dans le document principal. Après avoir en fonction de l'activité et de votre établissement, si vous avez des salariés qui sont exposés de manière très hétérogène, peut-être faire une trame par unité de travail. Sinon, nous, on était plutôt partis pour faire une trame pour l'ensemble de l'établissement, donc de remplir cette trame qu'une seule fois pour l'ensemble de l'établissement. Merci Thierry pour les réponses à ces questions. Donc, effectivement, je vais y venir pour l'évaluation du niveau de risque. Donc, comme je vous l'ai précisé précédemment, avant de passer à l'évaluation du niveau de risque, il est intéressant de mettre les commentaires pour nous aider justement à l'appréciation et à l'évaluation du niveau de risque. Donc, une fois que vous avez mentionné tous ces commentaires, on va passer à la détermination du niveau de risque. Au niveau du système, ce qu'on vous propose comme méthode de cotation, effectivement, comme l'a dit Thierry il y a quelques instants, c'est d'utiliser deux critères, le critère de gravité et le critère de probabilité. Sur le critère de probabilité, il va falloir déterminer quelle est la fréquence d'exposition. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de ma bande d'accueil. Est-ce que c'est un poste permanent? Est-ce que c'est un accueil ponctuel au niveau d'une bande, par exemple, pour les livreurs? Quelle est la fréquence d'exposition, en tout cas, à quel moment sont les salariés à ces postes-là, par exemple? Est-ce que vous avez déjà rencontré, est-ce que ça vous est arrivé dans l'entreprise d'avoir une personne qui soit symptomatique ou vous avez été averti qu'un de vos visiteurs avait été potentiellement porteur du Covid? Les éléments aussi qui vont rentrer en compte dans cette probabilité, c'est quels sont les moyens de prévention que vous avez déjà mis en place dans l'entreprise. Je vous ai parlé de consignes sur les gestes barrières, de possibilité de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique. Ça peut être la barrière physique, ça peut être le marquage au sol. Voilà, quels sont l'ensemble des éléments de prévention que vous avez mis en place pour, pour procéder à l'évaluation, déterminer cette probabilité. Il va falloir s'intéresser à la gravité. Alors, effectivement, ici, c'est un petit peu plus compliqué. C'est des risques qu'on connaît, enfin, qui est un peu plus récent, hein, le Covid-19. C'est plus difficile à évoluer. Et ici, on va partir dans le pire des scénarios en termes de gravité. On va plutôt être sur un risque grave, voire même très grave, parce que malheureusement, ça peut aller jusqu'à ces points-là. En sachant qu'habituellement, les critères qui sont pris en compte pour déterminer la gravité, c'est le dommage que peut provoquer le risque sur la santé physique ou psychologique des salariés, les conséquences aussi pour l'entreprise. C'est-à-dire que sur certains risques, et notamment sur les risques indirects, quelles peuvent être les conséquences de ce risque sur l'entreprise. Une fois que vous avez déterminé ces deux critères, donc la probabilité et la gravité, on va recouper ces deux notions à l'aide du tableau que vous avez tout en haut, donc en haut de la page à gauche. Vous recoupez ces deux informations et ça vous donne un niveau de risque. Je reprends l'exemple de la bande d'accueil. Si vous avez mis en place tous ces éléments de protection qu'on a évoqués tout à l'heure, on sera plutôt sur un risque qui va être peu probable. Et en termes de gravité, comme je vous l'ai dit, c'est plutôt difficile à estimer. Mais on va considérer, au vu des éléments que l'on a actuellement, on est plutôt sur un risque grave, voire même très grave. Donc, si on recoupe les deux informations,
Et on va situer sur un niveau de risque moyen. D'accord? On peut raisonner de cette manière. Encore une fois, chaque entreprise est libre de choisir la méthode d'évaluation qui lui convient. Nous, c'est celle qu'on vous propose avec l'aide d'un code couleur, ce qui est assez parlant en principe pour tout le monde. Vous voyez également dans ma colonne commentaires que vous avez des exemples d'actions de prévention. Alors, comme c'est mentionné, cette liste elle est non exhaustive. Vous pouvez avoir mis en place d'autres mesures de prévention. Et cela ne va pas non plus dire que toutes ces mesures de prévention sont à mettre en place. D'accord? Ça va dépendre de votre évaluation des risques. Et votre évaluation des risques va dépendre de votre secteur d'activité, de votre typologie d'établissement, du nombre de salariés, enfin voilà, d'une multitude de facteurs qui vont déterminer votre évaluation des risques, en tout cas qui vont vous aider à faire votre évaluation des risques et quelles sont les mesures de prévention à mettre en place. Mais vraiment, voilà, l'intérêt de l'évaluation des risques, c'est de déterminer quelles sont les mesures de prévention à mettre en place. Donc voilà un petit peu sur la trame que l'on vous propose. Donc comme l'a évoqué Thierry tout à l'heure, c'est un additif, hein, donc non, vous pouvez la mettre en annexe de votre document unique. On a plutôt raisonné sur une trame générale, pour l'ensemble des unités de travail. Donc, si vous avez déjà un document unique, n'hésitez pas à annexer ce point-là à votre document unique. J'en ai terminé pour la présentation de la trame. Alors, tac. Alors, pour reprendre vos questions, moi je mets ces deux éléments. Ok. Alors, donc la question de Pascal, dans le cas d'une intervention de maintenance en binôme, doit-on appliquer une procédure et des protections spécifiques? Alors, à déterminer effectivement au sein de votre évaluation des risques, de quelle manière sont réalisées cette intervention de maintenance? Intervention en binôme, est-ce qu'il y a un contact direct rapproché? Est-ce que, si oui, quels sont les moyens de prévention que vous mettez en place? Dans tous les cas, oui, la procédure semble intéressante à mettre en place sur les conditions de réalisation de cette intervention, ne serait-ce que pour limiter les contacts rapprochés. Et des protections spécifiques, oui, si la distanciation physique n'est pas possible, effectivement, le port du masque semble être une mesure de prévention qui va s'imposer. Après, à voir également dans quel cadre se fait cette intervention de maintenance. Je ne sais pas si c'est une intervention de maintenance qui se déroule au sein de votre structure. Est-ce que vous intervenez en tant que prestataire? Et dans ce cas-là, il est également intéressant de mettre à jour vos plans de prévention pour pouvoir prendre en compte ce nouveau risque et les nouvelles procédures d'intervention. Alors, la question suivante de Marianne, dois-je fournir un exemplaire de l'additif du DU lié au Covid à chaque salarié une fois la mise à jour faite? Alors, concernant le document unique, vous l'additif DU en fera partie et vous précisez sur votre affichage obligatoire les modalités de consultation de votre document unique. D'accord? Par contre,
Par contre, ce qui peut être réalisé, c'est effectivement vous appuyer sur la mise à jour de l'évaluation des risques avec les risques qui sont liés au Covid pour